C'est trop joli là mon cœur de ce côté-là, je trouve. C'est encore plus joli de ce côté-là que de l'autre côté. Chaque année, je choisis un mot de l'année qui va être mon fil conducteur de cette année-là. Donc je le choisis en début d'année et l'idée c'est que tous mes choix, tous mes actions soient concordants avec ce mot-là. C'est la seule fois de l'année sur cette chaîne où je parle de ma vie personnelle. Il y a déjà eu 2 bilans sentimentaux qui ont été postés les années précédentes. Donc là, je vais faire mon bilan sentimental de l'année 2020 qui avait pour fil conducteur le mot tendresse. Le problème avec ces gourdes isothermes, c'est qu'on ne peut pas s'en servir pour se réchauffer les mains. Mais ce n'est pas grave, puisque l'année dernière, après avoir posté mon bilan de l'année, la Fashion Police est passée. Elle avait vu mes gants et donc tout de suite après, la Fashion Police m'a acheté des nouveaux gants. Donc cette année, on est raccord couleur. Pas de parasites visuels. Pour faire ce bilan sentimental 2020, je dois commencer un petit peu avant 2020. On doit faire un petit retour en 2019 pour parler de quelque chose qui n'a pas de lien apparemment avec un bilan sentimental, et en fait si. Flashback donc en août 2019 où ça fait quelques mois que j'ai quitté ma relation précédente. J'ai travaillé un petit peu, j'ai brassé mes sujets et je me dis cet automne je rencontre quelqu'un avant le 31 décembre. Mais bon, quand même, je ne sors pas de chez moi, ou alors que pour aller voir mes chevaux ou mes parents. Donc ça veut dire que j'ai 3 endroits clés dans lesquels je ne vois absolument personne d'autre que ma famille. Du coup, au même moment où j'aimais cette intention de rencontrer quelqu'un avant le 31 décembre, naît également un plan d'action, hein, forcément, un plan d'action pour sortir un minimum. Voilà. Donc je me dis, ok, je vais faire des choses cet automne. Sauf que, comme très souvent, mon travail me rattrape et je décide finalement de m'engager dans un gros coaching business de 3 mois qui coûte très cher. Donc bon, je me dis, quitte à faire un gros coaching qui coûte très cher, je vais le faire vraiment et pas en dilettante avec des histoires de mecs. Donc je décide que je vais faire mon coaching et après, une fois que voilà, j'aurai bien rangé ma chambre et j'aurai bien mis en place des trucs pour mon travail, et bien là, j'aurai la tête disponible pour m'occuper de mes amours. Et donc, je n'aurai plus que ça à faire. Alors, je commence ce coaching. Soit dit en passant d'ailleurs, je ne sais plus exactement c'était quoi le lien, mais j'ai fait un lien direct entre le fait de m'engager dans ce coaching et ma vie amoureuse, dans le sens de m'engager vraiment pour moi-même, puisque je savais, voilà, je suis love coach, donc à un moment, forcément, on parle de ma vie amoureuse dans l'histoire. Donc je savais qu'en m'engageant dans ce coaching, je venais juste, le fait de prendre cette décision et de la concrétiser, je venais de faire bouger ma vie amoureuse, qui avait un truc, je l'avais senti, même si je ne savais pas trop quoi, que ça avait changé quelque chose. Et puis voilà, dans tous les sujets qu'on aborde avec mon coach, on aborde aussi mes projets de vie, dont mon projet d'acheter une maison. Et donc je lui parle de ce projet que j'ai depuis quelques années et qui me frustre énormément parce que je suis auto-entrepreneur, je n'ai pas d'apport et j'ai eu un cancer du sein, ce qui fait 3 raisons pour lesquelles c'est un peu niqué cette histoire, quoi. Mais bon, il me dit, écoute, moi quand j'étais au début de mon entrepreneuriat, je n'ai pas pu emprunter beaucoup, mais j'ai pu emprunter quand même, et ce n'était pas rien. Donc écoute, va évaluer tes capacités d'emprunt, quand même, sait-on jamais. Parce que bon, évidemment mon père n'arrêtait pas de me dire, mais comme on n'écoute jamais ses parents, je ne le faisais pas, puisque j'avais trop peur de me prendre une grosse veste de la banque. Mais bon, comme c'est mon coach et que lui il l'a fait, j'y vais. Donc je prends rendez-vous à la banque, et j'ai le rendez-vous 3 semaines plus tard. Et entre-temps, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme maison à vendre en ce moment? Voilà, on se remet un petit peu dans le bain, quoi. Et donc je vais sur Le Bon Coin et je regarde les annonces. Je regarde les annonces vers la ville que j'ai choisie, puisque j'ai décidé quelques mois auparavant que je veux habiter à cet endroit et pas un autre, ce qui est très ambitieux. Et puis je vois qu'effectivement dans cette ville il n'y a rien, voilà, que tout coûte très cher, c'est pas un scoop, et puis qu'il y a des trucs un peu plus loin, genre 10 bornes plus loin, mais ça fait déjà trop loin pour moi, ça me fait chier. Et puis quand même, je vois une annonce où effectivement c'est 10 bornes plus loin, plus au sud,
Elle s'est marquée dans un cadre privilégié au bord de la rivière, 3000 m² de terrain. Bon, ça correspond exactement à ce que je cherche en fait. Donc je me décide d'aller y faire un tour en scred puisque le notaire ne répond pas. Long story short, c'était un plan de ouf. Et mon dossier à la banque est miraculeusement passé, non sans mal, mais quand même. Et du coup, voilà, j'achète cette maison. Et c'est génial. Et enfin, voilà, il y a tout à faire. Bref, je viens pas parler de l'histoire de la maison. Je viens parler du fait que le fait de trouver la maison, même si à ce moment-là, au moment où j'ai trouvé la maison, je ne sais absolument pas si je vais pouvoir l'acheter. Je sais que j'ai des capacités d'emprunt, que du coup elle m'est réservée parce que j'ai bougé mon cul et que j'ai harcelé le notaire comme pas possible. Donc c'est bien engagé, mais rien n'est fait. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet étant que à ce moment-là, je me dis ok, j'ai trouvé la maison et j'ai les capacités de l'acheter seule. Et c'est à ce moment-là que en fait j'ai senti que ça libérait un espace de gueudin à l'intérieur de moi pour une histoire d'amour. Parce qu'en fait, le délire avec ces histoires de maison et de couple, c'est que comme dans ma tête, je n'allais pas pouvoir acheter une maison seule parce que je n'avais pas les finances nécessaires et que évidemment je ne voulais pas juste acheter une maison, je voulais un truc vraiment très cool. Je m'étais dit la seule solution qui me reste c'est de l'acheter avec quelqu'un d'autre et comme je ne vivrai jamais avec personne d'autre que mon mec, et encore, eh bien ça veut dire que ma sécurité matérielle de logement et mon cadre de vie dépendent de la réussite de mon couple et c'était un poids un peu lourd à porter parce que j'ai beau avoir des billes et tout, on ne sait jamais si quelque chose va marcher et à quel point. Donc ça me faisait chier cette histoire parce que je me dis ok, je peux acheter une baraque avec quelqu'un, mais si jamais ça va pas entre nous, non seulement je perds mon couple, mais en plus peut-être j'aurais pas les thunes pour racheter ma part de la maison et que je devrais du coup lui rendre, ou enfin je sais pas en fait, mais je me voyais que si je perdais mon couple, en fait je perdais tout et c'était pas possible. Donc là, le fait de savoir que ok, je peux acheter une maison toute seule, ça me sécurisait de ouf. J'avais plus besoin de l'acheter avec quelqu'un, donc ça libérait vraiment un poids de dingue sur mon couple futur. Voilà, je pouvais maintenant juste me concentrer à vivre heureuse avec mon mec hypothétique et puis le reste, je pouvais l'assurer moi-même. Donc ça m'a vraiment soulagée que ce soit possible et que en plus c'était engagé, enfin je veux dire je commençais les démarches pour ça. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et donc pour revenir à mon histoire de plan d'action que j'avais prévu de remettre à février, en fait, pourquoi j'avais fait un plan d'action, encore une fois, parce que je ne sors pas de chez moi, je ne rencontre littéralement personne. Et je m'étais dit, la seule manière de rencontrer quelqu'un, c'est que je sorte. Parce que le prince charmant ne va pas venir toquer à ma porte et venir s'asseoir dans mon canapé. Donc je n'ai pas le choix. Autre chose qu'on avait bossé dans le coaching, c'était ma légitimité en tant que love coach, puisque j'ai commencé ce métier en étant célibataire. Je ne l'ai plus été entre-temps et puis je le suis redevenue plus tard. Enfin bon, voilà, c'était pas évident pour moi comme posture. Et donc on a parlé de ça avec mon coach. Me lancer en tant que love coach célibataire, c'était un questionnement que j'avais dès le début. Et je m'étais dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende d'être en couple pour faire ce métier-là et pour avoir plus de légitimité à le faire. Et j'ai un ami qui m'avait dit, mais imagine que c'est grâce à ce métier, à cette étiquette et à tout ce qui va autour que tu rencontres quelqu'un. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais bon, enfin, j'en sais rien, mais bon, bref. Donc où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça? C'est que, comme tous les ans, j'essaye d'avoir des vacances, de me mettre des vacances et de les respecter. Et donc, j'avais pas prévu de mettre des séances pendant les vacances de Noël de l'année dernière.
Et puis comme c'était prévisible, quelqu'un me contacte sur Instagram avant les vacances, 3 semaines avant, pour me dire que en fait il vient se faire tatouer à Nantes et qu'il aimerait bien en profiter pour faire une première séance en présentiel à Nantes du coup, puisque à ce moment-là je reçois les gens dans mon cabinet, ou plutôt chez moi. Et que comme il habite à Brest, il est OK pour faire un accompagnement sur Zoom, mais que c'est juste qu'il aimerait bien faire une première séance en vrai. En plus, il passe là. Bref, je lui ai dit oui. Et du coup, j'ai mis toute une journée de séance. Et donc cette journée arrive, et donc il vient faire sa séance parmi les autres clients. Et puis la séance se passe très bien, un très bon feeling, comme d'ailleurs avec tout le monde ce jour-là. Et puis fatalement, il part. Et puis la porte se referme, et là... Qu'est-ce qu'il est chaud. je réalise à quel point je viens d'avoir un crush monstrueux sur ce mec que je ne connais pas donc. Et puis là je suis partie en gros, enfin c'est bon, on m'a perdu. Et puis le soir, comme j'ai passé une très bonne journée et que ce mec m'avait contacté sur Insta, je mets une petite story sur Instagram, je tends une petite perche et je dis que il y a vraiment eu des câlins qui se sont perdus dans cette journée. Je le pensais réellement, et pour beaucoup de gens, parce que tout le monde avait été mignon dans cette journée, mais c'était une perche quand même pour lui. Perche tendue, perche prise, il m'a répondu quelque chose comme « je suis d'accord, c'est vrai ». Et là, je me suis dit, peut-être je suis pas complètement toute seule dans mon délire. Et puis, nous avons continué à discuter un petit peu sur Instagram, comme ça. Je ne discute jamais avec aucun de mes clients, encore moins sur Instagram, on est d'accord. Mais voilà, on parle de plein de choses, d'astro, je sais plus, je me souviens juste qu'on a parlé d'astro, mais bref, de sensibilité, enfin de choses comme ça. On reste un petit peu dans le cadre du coaching parce que il revient sur des trucs qu'on a abordés dans la séance, mais on est déjà sorti du cadre du coaching depuis longtemps, quoi. Donc je suis bien obligée de reconnaître que Galou, on parle pas à ses clients comme ça, quoi. Voilà, mais bon, donc je m'emballe à fond à l'intérieur, hein, je ne le rends pas trop palpable, pas trop. J'essaie de bien rester clean dans mon cadre professionnel au maximum de mes capacités, sachant que en plus, pour me raisonner, je me rappelle qu'il y a quand même 3 éléments un peu de merde dans l'histoire, qui sont que il habite à Brest, c'est mon client, et il a 21 ans. Donc à un moment, je me dis, c'est quand même pas super bien barré cette histoire. Mais bon, allons-y, je suis ouverte à tout, peut-être ce sera mon petit 4 heures, et puis voilà, j'en sais rien. Et puis le délire, c'est qu'il doit reprendre rendez-vous, mais qu'il n'avait pas, comme il est étudiant, son calendrier du 2e semestre. Il doit l'avoir le 8 ou 9 janvier. 8 janvier, mon anniversaire. Et du coup, voilà, j'attends impatiemment qu'il ait son calendrier pour qu'il reprenne rendez-vous et que je sache quand nous allons nous revoir. Mais il ne reprend pas rendez-vous. Et je commence un petit peu stressée. Je me dis, merde, qu'est-ce qu'il fout en fait, genre, il me drague et puis en fait rien, parce que je sais que tout est possible et que potentiellement il va me planter ou ça va merder quelque part. Enfin voilà, je m'attends à tout. Et puis je vois que ça commence à un peu m'handicaper cette histoire, que en fait je fous rien de mes journées à part penser à lui. Et ça c'était ok il y a 5 ans quand je faisais un travail qui me plaisait pas trop, mais là j'ai un boulot qui me plaît et j'ai autre chose à foutre désormais que niquer mes journées parce que je pense à un mec. Du coup, bon, j'y réfléchis, je me dis quand même Galou, un mec de 21 ans, sérieux, où tu veux que ça aille? As-tu vraiment envie d'être avec quelqu'un qui a 21 ans? Je commence à me dire que non. Et donc plutôt que de gamberger comme une midinette là, je me résous à lui dire voilà ce que je ressens actuellement, sachant que voilà, ce qui m'a décidé, c'est qu'il était
hors de question qu'on fasse une deuxième séance de coaching en fait. Pas avec cette vibe de crush, voilà, c'est juste pas éthique, ça influe forcément le travail. Donc voilà, de toute façon on ne pouvait pas continuer le coaching, je n'acceptais pas de lui faire une séance dans cet état d'esprit. Donc les choses devaient être posées d'une manière ou d'une autre. Donc avec l'aide de mon amie Lucie qui m'a aidé à rester concentrée sur l'essentiel et pas à en dire trop oui par rapport au coaching, machin, bref, non. Je lui ai envoyé un petit message très simple et très factuel pour lui dire salut Jordan, j'ai une attirance pour toi et je ne sais pas comment me positionner. Démerde-toi avec ça. Je lui ai pas dit démerde-toi avec ça, mais en gros c'est tout ce que j'ai envoyé. Et il a répondu à peu près tout de suite, voilà. Je sais plus trop ce qu'il a répondu, je crois qu'il m'a posé des questions, il s'est pas trop mouillé, et puis voyant qu'en fait on parlait par message un peu du tac au tac, je me suis dit vas-y, est-ce qu'on peut s'appeler, ce sera plus simple. On s'est appelé. Il me l'a dit plus tard, mais lui, il était en stress absolu à l'autre bout du fil, ça ne s'entendait même pas. Et moi, ça allait. Moi, j'étais détente. Je me trouvais un petit peu dans une position avantageuse parce que c'était un peu moi qui étais genre garante du cadre. Et voilà, donc au bout de 10 minutes de coup de fil, il m'a dit que lui aussi, voilà, il avait cette attirance aussi. Et après, voilà, on se dit, ok, on a une attirance, voilà, c'est pas pour ça qu'on doit en faire quelque chose. Après tout, on se connaît pas, on n'habite pas dans la même ville, enfin voilà, mais bon, au moins c'est posé. On verra, voilà. On prend pas de décision, sauf que le coup de fil, il a duré 1 heure, et qu'on s'est écrit après, et que, voilà, on se dit, autant se revoir. Et autant se revoir, sauf que du coup, comme il habite à Brest, se revoir, c'était la semaine qui a suivi, le week-end qui a suivi. Il est revenu à Nantes, passer le week-end chez moi. Oui, le week-end, voilà, on ne s'est pas vu, enfin on s'est vu juste une fois et tout de suite il vient passer un week-end. Mais bon, voilà. Et ça s'est très très bien passé. J'allais dire c'était des retrouvailles, mais genre est-ce qu'on parle de retrouvailles quand on s'est vu une fois? Non, sauf qu'en fait c'est vraiment l'effet que ça nous a fait. Et que c'était hyper cool et que en fait c'était hyper normal qu'il soit chez moi. Mais genre vraiment. Donc super week-end, super cool. Fatalement il est parti. Là je me suis dit il peut encore me ghoster, il y a des gens qui font ça. Je devance toujours tout pour pas que ça me prenne par surprise, parce que pour pas être dans l'illusion. Donc juste je me rappelle que ça peut arriver, voilà c'est tout. Genre je fais rien de ça après, je suis pas genre en PLS ou quoi machin. Mais bon, 1 an plus tard, il ne m'a toujours pas ghosté et nous avons passé une merveilleuse année ensemble. Ça fait 1 an que cette rencontre elle a eu lieu. On compte la date de notre relation à partir de ce jour-là, du 27 décembre. On s'est pas mis ensemble tout de suite, mais on s'est rencontrés un 27 décembre et en fait, on compte nos 1 an à partir du 27 parce que les dés étaient déjà joués. Donc voilà. C'était une merveilleuse année de tendresse. Une très très belle rencontre, une rencontre quand même sacrément farceuse parce que moi je m'étais dit le prince charmant va pas venir frapper à ma porte et s'asseoir dans mon canapé, c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. Donc oui c'est vrai qu'ils arrivent toujours là où on les attend le moins parce que moi c'était le dernier endroit finalement, c'était tellement crevé, c'était beaucoup trop facile, voilà, finalement ça s'est passé comme ça. Je ne m'y attendais plus du tout. Un truc aussi facile finalement. Ce qui est drôle, c'est que quand même, j'avais repoussé mon plan d'action à février, de sortir et de rencontrer quelqu'un, mais en fait l'intention de rencontrer quelqu'un, je pense qu'elle était effective au moment où je l'ai posée, parce que j'allouais un laps de temps réaliste pour rencontrer quelqu'un, mais
En fait, je pense une intention, elle est effective au moment où on la pose, au moment où on se sent prêt. Et au moment où je l'ai posée, j'étais prête. Et pour moi, il restait un blocage à lever qui était celui de la maison. Et j'ai rencontré Jordan 1 mois plus tard. Je l'ai rencontré 1 mois plus tard. Il est rentré dans ma vie en me faisant une demande de coaching. Il faudrait que je check en fait c'était quand son tout premier message ever. Mais du coup, très proche quoi. Donc très belle année dans laquelle j'ai eu des petits challenges aussi, je vais en parler. Assez rapidement est venue cette histoire de confinement. Je lui ai tout de suite proposé de venir. À ce moment-là, on ne savait pas que ça allait durer 3 mois, mais je lui ai proposé de venir chez moi. Puisque je me suis dit, en bon extraverti comme il est, et vu son petit appart qui est quand même vraiment pas top, je ne le vois pas du tout rester 1 mois tout seul là-dedans. Donc, je vais lui proposer de venir. Il a accepté. Tout le monde m'a dit « Ouais, tu prends des risques quand même !» Oui, mais en fait, moi sur le moment, ça n'avait absolument pas l'air d'un risque. Donc ça m'allait très bien. Et ça s'est hyper bien passé pendant mes 3 mois. On est un peu passé du tout au rien. Enfin, ça faisait 2 mois et demi qu'on se connaissait. Et ça s'est hyper bien passé. Il est venu avec son petit chat. Et ça a été d'une grande tendresse, pour le coup, leur présence chez moi pendant 3 mois, 24/24. Et c'était top. Mais le petit challenge que j'ai eu, qui au final n'est quand même pas des moindres, je ne rentrerai pas dans les détails privés de ce challenge pour des raisons évidentes. Mais en gros, à un moment, Jordan a fait un truc qui ne m'a pas plu du tout, qui ne lui a pas plu du tout à lui-même. Je pense que quand il m'a envoyé le message j'ai fait ceci, je pense qu'il était blanc et livide et tremblant derrière son téléphone. Je n'ai pas voulu en rajouter, voilà, je voyais qu'il se sentait hyper mal. Enfin bon, parlons-en. Dialoguons, je lui demande ce qui se passe pour lui, nanana, enfin. Et moi, en fait, quand quelqu'un fait un truc mal, j'en ai rien à foutre qu'il se sente mal. Ou tout du moins, ça me montre juste qu'il est fonctionnel, que ce n'est pas un humain pathologique. Donc, j'en ai rien à foutre qu'il se sente mal. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il se positionne par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce qu'il se responsabilise derrière ? Parce qu'il y a plein de gens qui s'excusent, ouais, je suis dégoûtée, j'ai mal fait, nanana, j'ai merdé, et ça ne change pas. Donc, moi, je m'en fous de ça. Sens-toi mal si tu veux, j'en ferai rien. Moi, je demande, ok, d'accord, t'as fait ça, ok, on merde tous un jour dans cette vie, là, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Ce truc-là est arrivé quelques fois. Et à chaque fois, j'étais, Jordan, je t'ai dit que ça ne passait pas. Qu'est-ce que tu fous ? Genre, adresse les vrais sujets à un moment, mais en fait, moi, ce n'est pas là un motif de rupture tel quel, mais ça pourrait l'être. Donc, joue pas avec ma limite, parce que je la connais pas sur ce sujet, mais le jour où elle est franchie, c'est mort, il n'y a plus personne, et il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, voilà. S'il est en phase avec ça, très bien, c'est juste que sinon, on est incompatibles. S'il n'est pas en phase avec ça, ce qui était le cas, ok, du coup, fais quelque chose, bouge quoi. Voilà. Et en fait, pendant l'été, Jordan a eu une sorte de prise de conscience qu'il l'a mis un peu par terre, quoi, sur lui, et il était vraiment pas bien. Et puis, il s'est mis à douter de plein de choses. Enfin, il était globalement un peu paumé, mais là, c'était encore pire. Et ça n'avait pas d'impact sur notre histoire, mais là, ça a commencé à en avoir. Donc, il a eu une période de doute. Et puis, jusque-là, alors qu'il était hyper enthousiaste de m'aider à rénover ma maison et tout ça, ça a commencé à le faire flipper. Parce que, quand même, à 22 ans maintenant, puisqu'il a eu 22 ans pendant le confinement, il n'avait pas vraiment prévu d'être avec une meuf de 34 piges qui va rénover une baraque, quoi, dans la campagne nantaise. Du coup, comme il était complètement largos de manière générale, à un moment, il m'a dit je pense que j'aimerais faire une pause.
Et on ne sait jamais trop ce que ça veut dire ces choses-là. Évidemment, je n'ai pas fait la maline, puisque j'étais en PLS total. Donc voilà. J'ai géré ça avec mes amis. En plus, voilà, les conversations qu'on avait ensemble avec Jordan, elles étaient un peu trop profondes pour lui à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça l'amenait un petit peu trop loin. Et puis pendant sa petite pause, il a quand même pris de mes nouvelles et on s'est contenté de discussions très légères. Voilà. Respecte son espace pendant qu'on chiale de son côté. Voilà. Donc j'étais vraiment pas bien. Parce que vraiment j'avais peur qu'il me quitte. J'avais peur qu'il me quitte. En plus, c'était au mois d'août, j'ai passé un mois d'août dégueulasse. Puisque je croyais que j'allais perdre mon mec et que j'allais aussi perdre mon chat qui était en train de développer une tumeur au visage. Et donc ça n'allait pas, voilà. En plus, j'ai eu mes règles, ça m'a flingué, enfin bon, moi, dégueulasse. Bon, au final, Jordan est revenu vers moi, plus sûr que jamais de vouloir poursuivre. Et puis c'est reparti comme en 40, comme on dit. Voilà. Il a pris cet espace, il a fait le point avec lui-même. Ces histoires qui nous font chier nous ont refait un peu chier là, mais en fait ça a aussi permis de le réaligner, genre vraiment. Et fin des histoires pourries. Il est vraiment revenu avec un aplomb énorme et voilà, on s'est retrouvés, ça s'est hyper bien passé, retrouvailles de passion, hyper chouette, hyper belle et ça n'a pas flanché depuis, voilà. Donc depuis tout se passe vraiment hyper bien et voilà. Je suis hyper fière de moi, hyper fière de lui et de nous. Et pour la partie qui me concerne, je suis hyper fière d'avoir géré cette rencontre. D'une main de maître, je m'envoie des fleurs parce que voilà, j'ai eu des difficultés, je les ai super bien gérées, ça a eu des résultats hyper positifs. Donc, qu'est-ce qui, selon moi, a fait la réussite de cette relation ? Nous avons chacun notre responsabilité dans cette réussite, mais pour la part qui me concerne et en quoi moi j'ai contribué à la réussite de cette relation, je suis partie dans cette histoire avec 2 pactes. Donc c'est-à-dire que je me suis engagée à 2 choses qui étaient en fait 2 challenges pour moi. Première chose, objectif 0 non dit. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je garde un truc qui me fait chier genre plus d'1 heure, ou enfin je sais pas, mais je me suis pas mis de durée en vrai, mais je me suis dit non, 0 non dit, je veux pas garder de trucs qui vont moisir à l'intérieur, qui vont s'accumuler et qui vont péter à un moment. Donc je dis tout au moment où c'est nécessaire. Puisque entre-temps j'ai acquis des compétences en communication qui me permettent de le faire de manière élégante et sécure. Donc voilà. Donc dès que j'avais un truc qui me faisait chier, eh bien j'en faisais part, sans jamais faire de reproches du coup. Et l'autre pacte, l'autre engagement que j'ai pris, c'est ne jamais m'adresser à mon mec à partir d'une posture d'insécurité. C'est-à-dire que j'ai des insécurités comme tout le monde, j'en ai balayé quand même un petit paquet, mais il m'en reste. Et le pacte que j'ai fait, c'est de ne jamais les mettre entre mon mec et moi. Que ce sont mes insécurités et que c'est à moi d'en prendre la totale responsabilité. Et c'est ce que j'ai fait, putain. Elles ne se sont pas manifestées hyper souvent, mais je suis hyper fière de moi d'avoir géré ça exclusivement dans mon coin ou avec mes amis. C'est-à-dire que les fois où j'ai eu peur qu'il me quitte, soit je suis restée avec, c'est une anecdote que je raconte souvent en coaching, c'est-à-dire que ok, je suis pas bien, et je suis pas bien, c'est pas pour ça que je dois lui demander de me rassurer. Je gère mon pas bien toute seule, quoi.
Et puis bah voilà, sinon je fais appel à quelqu'un d'extérieur, un professionnel, ma coach ou mes amis. Mais je protège ma relation des insécurités qui pourraient lui nuire. Et donc voilà, donc ça j'ai hyper bien géré et clairement, je pense que ça a vraiment contribué en fait au moment où il voulait faire une pause, à lui laisser cet espace, à le laisser tranquille. Et il faudrait que je lui en parle, mais je pense que ça a contribué au fait qu'il revienne, j'imagine. Il regarde cette vidéo en ce moment, Jordan, tu m'en reparleras, que je lui ai quand même laissé vachement cet espace à lui, parce que je voulais pas interférer dans ses doutes ou en remettre une couche ou les nourrir ou quoi, donc voilà. Un autre facteur de réussite de cette relation, c'est que j'ai su gérer nos différences grâce à un outil dont je parle, Instant Placement de Produit, dans mon programme Amour Toujours, dont le lien est dans la description. Pendant le confinement, j'ai vu qu'on était assez différents, que moi j'étais méga active et que lui il était en train de glander dans le lit à faire des jeux sur son téléphone. Je me suis dit ça va me faire chier. Et du coup voilà, avec les outils dont je dispose, j'ai pu porter un autre regard sur cette différence, en prendre la responsabilité, lui en parler pour qu'en fait on puisse gérer ça ensemble. Ça s'est très bien passé et je pense que cet outil-là nous a sauvé la vie 2 fois, voire 3. Donc déjà ça. Et ensuite, et ça va un peu avec l'objectif zéro non-dit, en fait j'ai su m'exprimer très clairement et très rapidement sur ce qui ne me convenait pas, en l'occurrence ces histoires qui nous faisaient chier là. J'ai posé mes limites, en fait je ne les connaissais pas, mais j'ai dit que ça ne me convenait pas. Que je pourrais partir à cause de ça, et je l'ai fait sans lui demander quoi que ce soit, enfin à part de se positionner en fait et d'être cohérent. Je lui ai demandé d'être cohérent, ou plutôt j'ai souligné son incohérence, puisque voilà, il me disait un truc et puis dans les actes ça se passait pas, donc j'étais comme tu veux, si tu es à l'aise avec ça, ok vas-y, mais moi non, et il se trouve que c'est incohérent, donc à un moment qu'est-ce que tu fous? Donc j'ai souligné cette incohérence, ça lui a parlé. Il était d'accord avec moi et c'est comme ça qu'il s'est positionné. Donc j'ai posé ma limite, j'ai soulevé l'incohérence et puis je l'ai laissé se démerder avec ça. Et c'est un grand garçon, il a fait ce qu'il fallait et c'est cool. Et j'étais contente d'avoir eu cette attitude-là. Un truc quand même auquel j'ai dû être vigilante, c'est que je ne voulais pas être la coach du couple. Donc c'est en quelque sorte une vigilance permanente pour moi, même si ça me prend pas trop la tête, j'ai trouvé un équilibre quand même, mais de faire attention à pas être dans une espèce de conseil ou pas lui poser des questions de coaching, parce qu'en fait, quand j'ai appris ce métier, et ça a commencé avec quand j'ai commencé l'hypnose, j'ai enfin trouvé des questions qui permettaient de rendre honneur à la curiosité que j'ai pour les gens. Parce que voilà, comment poser des questions, comment s'intéresser aux gens. Sauf que, en fait, certaines de ces questions sont des questions un peu genre de la vie, cool en fait, genre de la curiosité humaine, et c'est chouette. Et puis d'autres sont vraiment des questions de coaching, et il faut faire la part des choses entre les deux. Donc du coup, voilà. C'était une vigilance à avoir de ma part et je pense qu'elle est plutôt bien gérée. On nous a souvent posé la question, pour celles et ceux qui étaient au courant, par exemple sur Instagram, d'ailleurs nous avons fait un live sur ce sujet, c'est-à-dire celui de notre différence d'âge. Nous avons 12 ans de différence. Je ne l'ai pas ressenti une seule fois dans notre histoire, entre nous. Ça pouvait être un sujet du fait du décalage des phases de vie dans lesquelles on était et on est toujours. Mais dans la relation, à aucun moment j'ai eu l'impression d'être avec un mec de 22 ans. Jordan est hyper mature, il me bluffe littéralement et juste j'ai rien d'autre à dire en fait, il me scotche complètement, voilà c'est tout.
et bien plus mature que beaucoup de gens bien plus âgés que je connais. Et c'est un réel plaisir d'être avec lui. Je me sens, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que très rapidement, pendant le confinement, très rapidement, je me suis mis à lui faire des petites chansons et des petites danses. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, mais que je réserve qu'à ma famille, genre mes frères et mon meilleur ami. Parce que en fait, ça nécessite une dose de confiance d'enfoiré pour moi de faire ça. C'est vraiment mon petit truc. Bon. Et rapidement, en fait, je me suis mis à lui faire des petites chansons et des petites danses. Donc maintenant, j'ai plus de filtre là-dessus. Et j'adore parce que c'est vraiment le truc le plus profond que j'ai, en fait. C'est ce genre de petit délire-là. Et Jordan est hyper à l'aise avec sa propre partie enfant, voilà, son petit gamin intérieur, et du coup c'est un truc qu'on partage, et voilà, on délire bien. Et en fait en août j'avais fait un exercice que maintenant je donne dans tous mes coachings et que j'ai mis dans le jardin partagé, là, mon club mensuel abonnement. Nouveau placement de produits dans la description. Donc, j'ai fait un exercice pour définir mes critères de relation, de partenaire, et c'est un exercice que j'adore, que j'ai trouvé hyper puissant. Et donc voilà, que je propose maintenant à tout le monde pour bien définir ses critères, quand on me sollicite pour ça. Et Jordan correspond juste en tout point à mes critères essentiels, mes critères fondamentaux que j'ai définis dans cet exercice. Et je me suis pas gourée, voilà. et c'est vraiment vraiment cool. J'avais demandé que dans ma future relation, on puisse partager notre créativité. C'est hyper important pour moi de créer quelque chose avec mon mec. Et à ce moment-là, au moment où j'ai fait l'exercice, je me suis dit « Ah ouais, comme ça, on pourra faire des séminaires de coaching et tout. » Enfin, et puis j'avais un modèle en tête de gens qui font ça. Mais bon, j'ai pas mis « On va créer des séminaires ou des machins ». J'ai mis « Créativité partagée ». Et puis j'avais aussi mis, voilà, non. Je pensais aussi derrière ça, ouais, enfin... Moi, j'en vois quand même en énergie, en entrepreneuriat et machin. Faut un mec qui soit au même niveau, faut qu'il me suive, quoi, parce que sinon ça va me faire chier. Jordan est étudiant en STAPS, donc clairement, les histoires d'entrepreneuriat et de séminaires partagés, c'est mort depuis le début. Hein. Mais en fait, c'est pour ça que c'était important de mettre créativité partagée. Et c'est quelque chose de spécifique, mais pas trop. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très créatif et qui est en train de découvrir sa propre créativité. Et qui est en train de s'intéresser à une créativité manuelle, artistique, du bois, de la terre, bricolage. Et moi, j'ai hyper envie de me mettre à ça depuis longtemps. Et j'ai laissé tomber le dessin depuis longtemps aussi pour me consacrer donc au coaching. Et je dessine plus vraiment et ça me manque. Et cette année, ça me manquait quand même vraiment. Donc c'est hyper intéressant parce que ouais, moi ce que je voulais, c'était partager ma créativité et créer des choses ensemble. Et même si j'avais une idée de ce que je voulais créer, j'étais pas arrêtée à ça. Et tant mieux parce que en fait, on peut carrément partager plein de choses. Est-ce qu'un jour on fera des séminaires ensemble? Peut-être ou pas. Mais du coup, c'est plus très important en fait. Et du coup, ouais, c'est cool. Et pour ce truc de, ouais, faut quand même un mec qui envoie comme moi de l'énergie et qui peut être entrepreneur comme moi. Genre, moi, je suis un bulldozer, donc je voulais un mec bulldozer aussi. Mais s'il avait été comme ça, mais je serais morte. C'était du suicide de vouloir ça. On n'a pas ce qu'on veut, on a ce dont on a besoin. Et moi, j'ai pas eu un mec bulldozer comme moi, et Dieu merci. J'ai un mec qui me pose. Voilà, j'ai un mec grâce à qui je peux enfin trouver un équilibre et de la détente. Parce que lui, c'est très bien se détendre. Parfois un peu trop, comme moi je sais très bien me bouger, et parfois un peu trop. Et en fait, du coup, voilà, c'était ça, je pense, une grosse différence à gérer et qu'on a bien géré. C'était
en fait en faire vraiment quelque chose de complémentaire et que ce soit pas une différence qui nous divise. Parce que ce serait trop facile de lui dire « Écoute, Jordan, c'est bon, bouge-toi. » Enfin, je veux dire, moi, je crée mon entreprise, mes coachings, mes machins. Et puis, ça aurait été très facile pour lui de me dire « Écoute, c'est bon, peinard, ralenti, il n'y a pas le feu au lac. » Enfin, tout ça. Mais du coup, c'est pas ce qui s'est passé. Et en fait, il y a à la fois beaucoup de respect pour le fonctionnement, pour son fonctionnement à lui, et pour mon fonctionnement. En fait, les deux ont une place et se complètent. Et du coup, j'adore, c'est super beau. Un truc que j'adore avec lui, c'est vraiment dans cet objectif zéro non-dit. En fait, moi, je me suis autorisée à tout dire parce que, en fait, c'était clair pour moi ce que je pouvais dire et ce que je pouvais ne pas dire. Je sais pas trop comment dire ça, mais ça résonne dans mon truc. Mais en fait, j'étais hyper à l'aise avec ce que je pouvais communiquer ou pas. Et je me suis dit, quelqu'un avec qui je ne peux pas discuter, c'est quelqu'un avec qui je ne peux pas être. Et j'ai pris le parti, en fait, d'être cash dès le début. Enfin, cash, mais avec les formes, avec élégance. Juste d'être 100% honnête et authentique. Quitte à ce que ça ne marche pas. Parce que de toute façon, je savais que l'inverse serait pire. Donc je ne voulais pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'acceptait pas pleinement ma vérité. Parce que en fait, j'étais au clair sur cette vérité maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça m'a coûté cher, voilà, en énergie, en mal de cœur d'être au clair avec cette vérité. Mais bon, c'est fait. Et maintenant, je me sens vraiment sécure dans mon affirmation. Et j'ai la forme. Je peux lui donner une forme qui lui fait honneur à cette affirmation parce que j'ai les bons mots, les bonnes tournures de phrases et que du coup c'est que du kiff. Donc voilà pour cette année de tendresse avec Jordan. Pour la partie qui concerne mon couple, ça concernait aussi d'autres choses. Ça concernait aussi mon petit chat. Mon petit chat, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a malheureusement développé une tumeur au visage dans l'été. Mon chat de 14 ans, que j'ai eu quand j'avais 18-19 ans, ça a été mon pilier affectif pendant toutes ces années. Et depuis que je l'ai, j'ai peur de le perdre. Depuis que je l'ai, j'appréhende ce moment-là parce que je sais qu'il va arriver. Et je le pleure déjà beaucoup. Je l'ai beaucoup pleuré en fait déjà depuis longtemps. Et du coup là forcément... avec ça, on savait qu'on allait sur la fin. Et mon pire cauchemar, c'était d'endormir mon chat chez le vétérinaire. Donc j'en ai eu très très peur. Parce que j'étais juste pas prête. Même si je crois pas qu'on puisse être prêt à ça. Enfin bon. Mais ça me faisait hyper peur. Et en fait, mon petit chat, il est handicapé de naissance. Il avait des pattes plus courtes, il a un problème aux pattes et en fait du coup il a perdu son autonomie dans l'année. Donc il ne marchait plus, il pouvait juste se tenir sur ses petites pattes de devant. Enfin il pouvait se traîner un peu mais pas trop et puis voilà, donc on l'assistait pour beaucoup de choses. Et voilà, du coup sa tumeur a évolué très vite au début, après ça s'est stabilisé. Le vétérinaire nous a dit qu'effectivement, il n'y en avait plus pour très longtemps et que par contre, c'était pas le moment pour l'endormir, que quand ce serait le moment, on le saurait parce qu'il nous a donné des trucs factuels, observables à regarder.
Du coup, voilà, ce mois d'août était dégueulasse pour ça. C'était l'ouverture à un automne très très difficile. Parce que je savais pas quand il allait partir. Et je savais, enfin voilà. Donc j'ai passé littéralement tout mon automne au lit avec lui. Si les personnes qui ont fait des séances de coaching avec moi le savent, puisque je faisais mes séances au lit pour rester près de lui et pour être vigilante à ses besoins et puis juste pour lui faire des câlins en fait. Donc je suis hyper contente d'avoir pu passer ces derniers mois avec lui. Ces derniers mois puisqu'il nous a quittés mi-décembre, juste avant le lancement du jardin partagé là, du club. Donc c'était horrible, c'était une semaine où je pouvais rien lâcher et enfin bon. Au final, les derniers jours, j'étais prête parce qu'en fait, je l'ai vu partir et effectivement, le vétérinaire, il avait raison. Donc ça m'a aidée. Il m'a dit, quand il sera prêt, vous serez prête. Et oui. Donc j'ai pas eu à endormir mon chat. Je suis tellement heureuse d'avoir eu un veto de ouf là-dessus. Et tellement reconnaissante envers ma mère, qui s'en est beaucoup occupée. Et j'en parle là parce que mon chat c'était mon pilier tendresse et il est parti. Et en même temps il est parti l'année où j'ai été avec Jordan, où j'ai acheté ma maison. Tu vas me demander c'est quoi le lien entre la maison et la tendresse, tout simplement que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais quand j'ai décidé de mon mot tendresse, à l'automne 2019, parce qu'en fait j'ai décidé de ce mot assez tôt. Je me suis dit l'année prochaine j'achète une maison. Je m'en fous, ce sera peut-être pas la bonne, mais j'en achète une parce qu'il y avait un truc de je veux construire mon petit cocon et je veux me mettre bien. Et du coup ça arrive. Alors je suis pas encore dedans dans ma maison, hein. Elle est à peine signée. Il y a tout à rénover, c'est un bordel monstre, enfin, mais ça se fait. Mais du coup, ouais, mon petit chat est parti alors que non seulement moi, j'ai vraiment trouvé beaucoup plus de sécurité intérieure et qu'en plus ma sécurité extérieure est maintenant assurée par Jordan, par ma maison. Oui, Jordan peut partir. Pour l'instant, c'est pas du tout, c'est pas du tout le plan. Et j'espère vraiment qu'on va rester très longtemps ensemble parce qu'on en a tous les deux envie et qu'il y a un vrai engagement l'un envers l'autre. Mais je pense que mon chat est parti tout simplement au moment où je pouvais le supporter. Enfin, je suis pas en sucre, mais je pense que j'ai trouvé une forme de sécurité cette année à plein de niveaux qui m'a permis de faire cette transition mieux que ça l'aurait pu les années précédentes. Et puis surtout, son départ m'a fait comprendre que, bon, mon chat c'est ma tendresse, mais qu'est-ce que je vais faire quand il sera parti ? Et en fait, à travers son départ, j'ai repris la responsabilité de mon besoin de tendresse. Et j'ai bien chialé le soir où j'ai réalisé ça, mais où je me suis dit qu'en fait, quand il serait parti, du coup, j'allais prendre plus soin de moi. Et j'allais être cool avec moi et arrêter de m'infliger des surcharges de travail de connard. En général, quand je choisis un mot de l'année, c'est pas tant le
mot que je vis dans l'année, mais le mot auquel j'accède dans l'année. J'ai compris aussi que pour vivre ce mot-là, il fallait que j'aille visiter l'inverse pour le libérer, en l'occurrence la violence. Quoi de plus violent que de perdre mon chat? Quoi de plus violent que de perdre ma tendresse? En tout cas, celle que je vivais à travers lui. Et d'être face à ma propre violence aussi. Celle que je m'inflige à moi. Je n'étais pas complètement un scoop, mais je l'ai touché à un autre degré cette année. Un degré qui m'a dit non mais c'est bon, ça c'est fini. Ouais. Voilà. C'était mon année tendresse.